Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur cette nouvelle édition du podcast L'Investisseur transformé avec moi-même, votre animateur Ruben Antoine. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité parce qu'en fait, le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude où il y a plusieurs campagnes de sensibilisation pour viser à prévenir la fraude au Canada. Un sujet très important. Pourquoi c'est important? Parce que tout se fait en ligne maintenant. On le sait, on fait nos opérations bancaires en ligne, on travaille en ligne à travers des plateformes de conversation virtuelle, on achète des billets de spectacle en ligne. Bref, on utilise beaucoup la technologie. Mais avant de commencer, laisse-moi juste vous lire quelques statistiques. Selon le Centre anti-fraude du Canada, qui reçoit un rapport de fraude et de cybercriminalité, les pertes d'argent en moyenne par incident sont de 70 000 $. Et quand on totalise toutes les pertes pour les victimes en 2024, on parle de 644 millions de dollars. Juste pour mettre les choses en perspective, en 2022, c'était 530 millions. Là, on parle de 644 millions de dollars 2 ans après. Donc, on voit bien que c'est en hausse. Et en termes de victimes de fraude signalées, on parle de 36 248 victimes. Puis ça, c'est ce qu'on sait, hein, parce que ce n'est pas toutes les victimes de fraude qui reportent leur cas. Même qu'en fait, le Centre anti-fraude du Canada estime que seulement 5 à 10 % des gens signalent une fraude. Donc, le vrai nombre de victimes, en fait, pourrait être beaucoup plus élevé. Et il y a aussi un sondage de la TD qu'ils ont réalisé dans le cadre du mois de la prévention de la fraude qui a révélé que 62 % des Canadiens estiment qu'ils ne sont plus que jamais victimes de cibles. Ils sont les cibles, en fait. Il y a beaucoup plus de cibles qu'avant. Et près de la moitié d'eux, donc environ 47 % des Canadiens, n'ont pris aucune mesure pour se renseigner sur la prévention ou la protection contre la fraude au cours de la dernière année. Puis aussi que près de 8 Canadiens sur 10, donc 78 % des gens, admettent ne pas avoir confiance en leur propre capacité à repérer d'éventuelles fraudes ou d'escroqueries. Donc ça, c'est vraiment inquiétant parce qu'on sait que la fraude informatique, les escroqueries, le phishing, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ils progressent et ils sont à un niveau record. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de parler de ce sujet-là. Et pour le faire, nous avons une invitée très spéciale qui va nous sensibiliser sur l'importance de la cybersécurité. Son nom est Asma Ghali. Elle est une experte justement en cybersécurité avec un large éventail de connaissances sur le sujet. Et je pense que les auditeurs et auditrices vont vraiment bénéficier de ce qu'elle a à dire. Je veux vous prévenir, cet épisode-là est un peu plus long que d'habitude et même un peu technique par moment parce que ça va de soi, quand on dit technique, on parle quand même de technologie sur cet épisode-là, mais c'est un épisode qui est pertinent pour tout le monde. Et je sais, on est sur un podcast financier et ce n'est pas une conversation sur l'investissement, sur la fiscalité ou sur les finances personnelles. Mais comme vous savez, tout est lié. On vit dans un monde interconnecté et cela ne sert à rien d'avoir de l'argent en banque ou de se bâtir un patrimoine financier si un pirate informatique peut arriver et tout voler en un clic. Donc, cet épisode-là devient une ressource cruciale pour vous, pour nous tous, mais pour vous, chers auditeurs et auditrices, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Asma, comment ça va? Bonjour Ruben, ça va bien, merci. Et toi? Merci, ça va très bien et je suis vraiment heureux de t'avoir sur le podcast L'Investisseur transformé pour un sujet très important, très d'actualité, très pertinent pour tout le monde en fait, qui est tout ce qui est la cybersécurité. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, on va commencer par apprendre un peu plus sur toi, Asma. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Bien évidemment, merci pour ton accueil. J'apprécie Ruben. En gros, en fait, moi, je suis actuellement directrice principale qui gère un centre d'expertise en infrastructure chez Alithya. Je suis aussi entrepreneur et hackeuse éthique, ce qui est en anglais ethical hacker. Et en fait, j'accompagne les entreprises généralement à faire des tests
de pen testing pour assurer que leurs applications sont plus robustes, plus solides et surtout plus sécuritaires. Quand tu dis pen testing, tu veux dire des tests de pénétration juste pour... Tout à fait. OK. Juste pour pas utiliser le jargon, là. Ça marche. T'es vraiment quelqu'un qui a l'expertise pour ce qu'on veut parler aujourd'hui, là, tout ce qui est cybersécurité et tout. Mais justement, la cybersécurité, c'est quoi? Peux-tu nous définir qu'est-ce que la cybersécurité et expliquer un peu pourquoi c'est important dans la vie quotidienne des gens? C'est une très bonne question, Ruben, surtout que les gens me posent toujours la question pourquoi je me suis lancée dans ce domaine qui est assez large. Pour moi, la cybersécurité, pas pour aller dans la définition, on va dire, théorique, c'est un mot, en fait, c'est un néologisme qui définit en gros le rôle de l'ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, même les méthodes de gestion des risques, actions, les formations, les bonnes pratiques et les technologies qui peuvent être utilisées pour protéger la personne et les actifs informatiques. C'était une définition un peu trop, on va dire, lourde et théorique, mais en gros, en bon simple français, la cybersécurité, c'est en fait la façon pour se protéger au jour sur tout ce qui peut en fait poser un défi pour la personne comme moi et toi, soit au niveau en fait de l'utilisation de la technologie ou l'utilisation aussi de tout ce qu'on vit actuellement, les transactions qu'on fait bancaires ou même parfois les outils comme Instagram, Facebook. Donc en gros, la cybersécurité, c'est comment se protéger, c'est quoi la loi qui gouverne la protection de l'individu avec toute cette belle technologie qui sort d'ici et partout. Mais justement, quand on parle de cybersécurité, on pense protéger, protection, comme tu viens de dire. Donc, quand on pense protection, on pense menace. On veut se protéger de quelque chose qui peut nous menacer. Donc, on vit dans un monde en ligne. C'est quoi les menaces en ligne les plus courantes en ce moment que les individus doivent confronter? Toutes sortes de menaces. Si je nomme la liste, ça va être très longue. Si je prends les top 5 qui sont plus impactants l'individu, j'irai au plus premier qu'on entend souvent parler, phishing ou le hameçonnage. Par la suite, les attaques malveillantes, qui sont des attaques qui surviennent lorsqu'on utilise en fait notre ordinateur ou nos téléphones. Il y a aussi les attaques de l'homme au milieu. Oh, c'est quoi ça? C'est en fait un type d'attaque qui implique un élément malveillant d'écoute sur les communications. OK. Exemple très simple, parfois on parle au téléphone et on a l'impression que comme si notre voix se répète ou comme s'il y a une voix bizarre qui se produit au milieu de la conversation ou qu'il y a un bruit qui coupe ou qui dérange l'appel. Il faut faire attention quand ça arrive souvent. OK. Donc ça, c'est un des éléments qui peut en fait arriver très souvent, surtout par téléphone. Il y a aussi en fait exploit Zero Day. Je ne sais pas si vous êtes familier avec exploit Zero Day. C'est en fait Zero Day, c'est une faiblesse ou un bug dans ton ordinateur ou dans ton téléphone. Oh, OK. Exemple très concret, on utilise souvent, surtout les parents avec leurs enfants, les iPads. On est en train de jouer avec un jeu, puis pour toutes sortes de raisons, on ouvre notre iPad, puis on a l'impression qu'on veut utiliser, par exemple, Word, qui est un outil de Microsoft, et on a l'impression que c'est plus long que d'habitude. Donc ça, c'est un exploit Zero Day, c'est-à-dire que l'outil comme tel a été utilisé par une tierce partie. Il faut faire des scans pour assurer qu'on n'est pas des victimes d'une attaque de sécurité. Et mon dernier, ce sera des attaques de ransomware. C'est pas très commun au Canada, mais ça commence quand même à être, on va dire, commun pour les individus qui ont une richesse très, on va dire, répandue. Mais généralement, c'est les entreprises qui vivent des attaques de ransomware que les individus. Puis tu disais plutôt qu'il y a une longue liste justement de menaces. Donc, il y a les menaces, mais là, on se dit, écoute, avec toute la sensibilisation qu'on voit autour de nous par rapport à la fraude ou les escroqueries en ligne, les gens, on aurait pu croire qu'ils sont plus sensibilisés. Donc, il y a la liste des menaces, mais après, est-ce qu'ils tombent dans les pièges? En général, les gens, c'est quoi les pièges qu'on voit dans ton milieu que les gens ils ont tendance à tomber dedans plus fréquemment? Je dirais plusieurs pièges où les gens vont tomber là-dessus. Malheureusement, c'est pas pour catégoriser que parce qu'on est un parent. Il y a le plus
on va dire, commun, puis ça arrive malheureusement pour les personnes âgées ou même les personnes qui n'ont pas d'habitude, on va dire, à utiliser la technologie. On reçoit un appel téléphonique très simple de genre: «Salut, j'ai besoin d'aide, je suis ton fils, ton cousin qui a perdu XY montant, il faut absolument que vous me fassiez un transfert d'argent.» On est rendu malheureusement, les attaqueurs, super bons à camoufler ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on peut t'amener déjà à la page d'accueil de ta banque. Il faut vraiment devenir un peu expert à savoir est-ce que cette page est bel et bien la page d'accueil en fait de la banque ou c'est une page fictive, parce qu'on t'amène à la page d'accueil de ta banque, puis cette page, finalement, ce n'est pas une vraie page et donc ça te ramène à en fait être plutôt sollicité par une tierce partie qui va prendre toutes tes données, puis ça va être un peu compliqué par la suite de sortir de cette chaîne de répercussions. Pour revenir en fait à la question, les plus communs, c'est qu'on se fait voler notre argent d'une façon ou d'une autre, soit par transaction, par l'homme au milieu, par un appel téléphonique ou simplement par, je ne sais pas si les gens utilisent Instagram ou Facebook, il y a beaucoup ce qu'on appelle les publicités. Il faut faire attention, pas pour nommer des sites, mais un qui était très dans le dark web, Temu, plusieurs personnes m'en parlent de ce site. Ils pensent que c'est un site où on peut acheter des choses pas chères. Mais il faut faire attention. Finalement, tu reçois un produit mais en arrière, mais tu ne sais pas ce qui se passe avec tes données que tu as mis dans cette plateforme qui n'est pas sécurisée. Ça fait un peu peur tout ça. Ouais. Donc, vaut mieux payer plus cher, puis c'est pas pour banaliser la chose, mais pour un sac Gucci, exemple, qui va te coûter peut-être un $100 de plus, mais que tu vas être à long terme plus sécurisé. Parce que le moment où tu fais un saisie de ta carte de crédit dans un site X, ce n'est pas la saisie de la carte de crédit, c'est vraiment de s'assurer que la plateforme que tu utilises est une plateforme sécuritaire. Et ce qui est malheureusement plate, c'est que la banque ne peut pas assurer ce que tu fais avec ta carte de crédit. C'est-à-dire, on peut mettre des balises pour, mettons, dire, OK, il y a une limite pour aller, en fait, utiliser ma carte de crédit. Ça, tu peux le faire au niveau de ta banque. Mais il y a des transactions qui peuvent être faites avec ton consentement, le moment où tu as saisi ta carte de crédit sur un site X, que même ta banque ne peut pas te protéger parce que tu as déjà donné ton consentement. Exact. Puis on va aller dans plusieurs des points et des sujets, Asma, que tu viens de toucher. On va aller plus en détail au cours de notre conversation. Un point que je voulais mentionner, c'est que on est dans l'ère de la technologie, comme tu viens de le dire, Asma. Puis dès qu'on parle de technologie, on pense intelligence artificielle, c'est sur toutes les bouches, on voit ça dans les médias, comment l'IA est autour de nous et crée des innovations qu'on va toutes bénéficier, mais on doit le dire aussi, c'est aussi un outil puissant pour les fraudeurs. Ils l'utilisent entre autres pour faire l'hypertrucage. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi l'hypertrucage? On appelle ça deepfake en anglais. C'est un bon point que tu en parles en plus. En fait, l'hypertrucage, c'est des images ou des enregistrements, parce que ça peut être des images, pas juste des enregistrements audio, qui ont été modifiés et manipulés de telle sorte qu'on pense que c'est vraiment la personne qu'on connaît qui nous appelle. Tantôt, j'ai fait référence à l'exemple de tu reçois un appel téléphonique. Justement, une façon d'utiliser l'hypertrucage, c'est que compte tenu qu'on a déjà confisqué des enregistrements d'appels de ta voix ou la voix de quelqu'un que tu connais, il y a des façons où on peut, puis on le voit très souvent aussi sur les réseaux sociaux, comment on peut prendre la voix des gens très connus, exemple Trump ou autres, et les mettre sur des vidéos qui n'ont pas rapport, puis on se dit waouh, c'est tellement beau, c'est fascinant, mais en contrepartie, ça peut être utilisé d'une façon très fait en fait en sorte que la personne va perdre ses biens même, parce qu'on peut utiliser cette voix, on te fait entendre des parties de telle sorte que je pense sur le tas, il y a plusieurs personnes qui tombent victimes de ce genre de situation, qui croient que c'est vraiment la personne qui parle, c'est leur personne proche, et donc ils vont prendre des décisions précipitées qui vont malheureusement les mettre dans des situations très difficiles par la suite. Exact. Souvent, ils utilisent des situations qui viennent avec certaines urgences. Hein. Comme tu as dit, Asma, le petit-fils qui appelle sa grand-mère qui dit écoute, je suis dans un accident d'auto. Évidemment, c'est pas le vrai petit-fils. J'ai besoin d'un transfert de $5,000, de $10,000. C'est drôle parce que juste récemment aussi, mon grand frère, il m'a dit que les parents d'un de ses amis l'ont appelé pour lui dire est-ce que c'est vraiment toi qui as demandé de transférer de l'argent pour telle affaire? Puis c'était pas lui. Donc, ils ont reçu un appel de quelqu'un avec la voix de mon grand frère
avec une certaine, je ne me rappelle pas de la situation, là, une certaine urgence là, avec une demande d'une aide financière immédiate. Donc, surtout les personnes vulnérables comme les personnes âgées tentent à être vraiment ciblées par ces tactiques frauduleuses-là. Mais ce qui est préoccupant, Asma, c'est que j'ai écouté dernièrement un podcast qui faisait référence à une situation d'hypertrucage par rapport à l'accès au compte bancaire. Comme tu le sais, plusieurs banques canadiennes utilisent elles-mêmes aussi l'intelligence artificielle, mais comme outil de reconnaissance vocale. Et ils le font justement aider à lutter contre la fraude parce que c'est leur façon d'identifier l'identité de leurs clients. Moi, c'est déjà arrivé, j'appelle une de mes banques, puis ils m'ont dit, est-ce que vous voulez utiliser la reconnaissance vocale? Je dis non, mais bon, j'imagine il y a plusieurs personnes qui l'utilisent parce qu'ils se disent que c'est plus sécurisant. Mais ce qui était intéressant dans le reportage que j'écoutais, là, c'est de la journaliste Stéphanie Dupuis, puis ça a passé à l'émission de La Facture, c'est qu'elle, elle a cloné sa propre voix pour après aller tester les systèmes de reconnaissance vocale de certaines institutions financières, donc pour voir si cette institution financière-là va justement donner l'accès au compte avec cette voix clonée-là, si c'était pas elle, par exemple. Puis, étonnamment, et ça fait un peu peur, elle a pu avoir accès à son compte. Elle a testé Desjardins, BMO, CIBC, Scotia, TD et Tangerine. Et c'est juste Tangerine qui n'a pas donné l'accès. Donc, toutes les autres banques ont donné l'accès au compte. Je ne sais pas laquelle, mais des fois, elle a même pu changer le NIP en utilisant une voix clonée. C'est quand même préoccupant. Oh, je m'inquiète pour nos Ouais. Big Five. Personnellement, en passant, Ruben, c'est pas pour dire qu'il faut ne pas. Personnellement, j'adhère pas à la technologie de reconnaissance de la voix parce que on est dans un. Ce n'est pas une technologie qui est assez, on va dire, robuste. Je comprends que c'était robuste pour la mettre sur le marché, mais ça, c'est une opinion personnelle après lire plusieurs articles sur le sujet, que ce n'est pas à 100%, on va dire, une... Et la preuve, justement, ce que tu viens de me dire, c'est que ce n'est pas une technologie robuste à 100%, donc il vaut mieux ne pas l'avoir. Après, je comprends que chaque, on va dire, individu décide de faire ce qui lui convient, mais personnellement, je ne l'ai pas. Ton point de vue va avec les conclusions de cette enquête-là. En passant, ça a été testé dans d'autres pays aussi, mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que les gens peuvent se demander qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut contrôler. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les banques demandent encore l'autorisation si on veut utiliser cette méthode d'identification. Beaucoup de personnes disent oui parce qu'ils trouvent que c'est plus facile, hein. Des fois, on appelle notre banque parce qu'on est en train de conduire, on veut sauver du temps, ou la vie est tellement occupée, on veut rendre ça plus efficace, on ne veut pas passer à travers toutes les autres questions d'identification. Donc, on dit oui des fois, mais je pense que cette enquête-là est une preuve qu'il faut dire non pour l'instant. On veut utiliser les méthodes plus longues, mais plus sécurisantes. Asma, on va revenir aux escroqueries les plus courantes et celles qui sont déjà très répandues. Parlons de phishing en anglais ou l'hameçonnage en français, qui est une technique de fraude quand même répandue. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et comment s'en protéger? Oui, tout à fait. En plus, ce que tu dis, Ruben, c'était confirmé par une enquête française de la République française. Malheureusement, le phishing et l'hameçonnage est toujours le numéro un problème que tous les, même en 2024, et je peux vous fournir aussi le lien pour ça, c'est une façon d'attaque qui demeure la première que tous les individus, malgré tout ce qu'on met en place pour s'en débarrasser, c'est la façon la plus répandue. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le phishing? En fait, c'est un type de cyberattaque consistant en l'envoi des courriels génériques par des cybercriminels. Parfois, en fait, ces personnes, c'est pas en fait target pour toi comme tel. Ils font vraiment un envoi massif sur des noms des institutions ou des personnes légitimes. Et il suffit juste en fait, de cliquer sur ce courriel, de l'ouvrir, de cliquer sur n'importe où. Ça va vraiment amener malheureusement au vol de l'identité de la personne. Puis même, ça peut amener parfois, oui, le vol. Parfois aussi, ça peut amener à installer un virus sur ton ordinateur. Ça peut amener à trouver, en fait, avec des plugins ou des attachements qui vont travailler quand l'ordinateur est fermé à aller chercher des informations pertinentes. Malheureusement, c'est la façon la plus efficace pour un vol d'identité et la plus répandue. Les attaques, oui, c'est généré par courriel. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a en fait un maximum d'adresses courriel qu'on peut chercher par attaque. Il y a le spear phishing, qui est aussi une façon d'hameçonnage qu'on fait. Ça, c'est un type qui est le plus dangereux, puis c'est pour ça que j'en parle, parce que le spear phishing, c'est ciblé. C'est-à-dire que l'attaqueur a ciblé un groupe de personnes X,
Et donc, on fait un envoi ciblé. Généralement, on a déjà étudié en fait les patterns de ce genre de personnes. Donc, ça va être plus, on va dire, tailored ou plus personnalisé et donc plus crédible parce qu'on se rend compte que, exemple, moi, je sais que ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est vraiment pour expliquer qu'est-ce que c'est le spear phishing. On sait que dans mes habitudes, je fais des transferts, par exemple, X de ma banque BNC. Donc, on sait que je suis cliente BNC. Donc, on va vraiment me targeter avec un groupe de gens BNC, avec une page d'accueil spécifique qui va vraiment paraître très crédible, puis que ça va amener un nightmare que j'espère ça va être résolu. C'est drôle que tu parles de BNC parce que justement en 2023, je ne sais pas si les auditeurs ont vu ça dans les médias, il y a eu beaucoup de clients de la Banque nationale qui ont vu leur compte se faire vider de millions de dollars avec des virements non autorisés parce que les fraudeurs, évidemment, obtenir d'une façon ou d'une autre les informations d'accès à ces comptes-là. Mais ce qui est le plus étonnant, Asma, c'est que ces clients-là, lorsqu'ils ont avisé la banque, au début, la banque ne voulait pas les rembourser parce que, je pense que tu l'as dit plus tôt, l'avis de la banque, c'était si c'est pas une faute qui a été causée par un problème à l'interne, si c'est le client qui n'avait pas fait assez attention de voir que c'est pas le vrai site de la banque, même si on clique sur un lien, ça va sur un site cloné qui a l'air exactement pareil, peut-être le lien, le URL, c'est BNNC, je sais pas, puis on n'a pas pris le temps de regarder, mais c'est les mêmes couleurs et tout et tout. On a rentré notre mot de passe, nos informations d'accès en ligne, et puis voilà, on a donné notre mot de passe et nos informations à la personne. Donc la BNC était comme, je suis pas responsable, je vais pas rembourser, mais ça a tellement fait un tollé dans les médias qui ont fini par les rembourser. Mais bref, ça c'est un exemple de phishing, hein, ce qui est arrivé à ces clients-là, c'est où il y a de l'argent qui a été perdu. C'est un bel exemple de spear phishing parce que ça target les utilisateurs en masse d'une groupe spécifique ciblé. Dernier point que j'aimerais ajouter au sujet de phishing qu'on connaît peu ou pas, puis c'est quand même devient répandu, c'est en fait l'attaque par réseau. Là, tu vas me dire comment ça impacte l'individu. On a tous des cellulaires, je pense, de nos jours, et donc on a un réseau, et on se rend pas compte que en fait, on a un VPN dans nos cellulaires qu'on peut utiliser. C'est pas pour être un peu nerdy dans cet épisode, mais simplement pour c'est dire correct. que... C'est un épisode sur la technologie, donc on peut être un peu nerdy dessus. Pour ceux, par exemple, qui utilisent iPhone, vous allez tous, je vous invite en fait d'aller voir dans section Wi-Fi ou cellulaire. Dans Wi-Fi, vous allez voir que vous avez en fait, ça vous demande le réseau à quoi vous adhérez. Et très important quand vous adhérez à un réseau public, c'est-à-dire que vous êtes assis dans un café, de s'assurer que vous avez masqué le partage des données parce que de facto, en fait, quand on s'associe à un réseau public, ça fait le partage des données et l'envoi des données. Idéalement, je suis plus familière avec iPhone, je sais qu'on peut arrêter le partage des données, mais on peut toujours utiliser Internet, c'est-à-dire Wi-Fi, d'une façon plus sécuritaire. Puis pourquoi je vous parle de ça dans le phishing, c'est parce qu'on se rend compte de plus en plus, même les individus vivent des situations, on va dire, de phishing par réseau qui pourra être causées par leur cellulaire ou leur adhésion dans un réseau public. Si vous n'avez pas l'option de cocher l'envoi des informations, vous pouvez, par exemple, ne pas utiliser votre banque. Allez juste naviguer sur, par exemple, des browsers comme Safari, des informations générales et génériques. Ne pas utiliser votre compte bancaire sur un cellulaire réseau public pour éviter ce genre de situation. Même si on utilise l'application de la banque. Oui, même si on utilise l'application de la banque, le risque quand on utilise un réseau public est plus élevé parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des experts de déni de service, puis de déni de service distribué. Ça, c'est des mots un peu plus, on va dire, encore dans mon DOS. Et DDoS, c'est en fait des mots plus nerdy, mais pour dire que lorsqu'on est dans un réseau public, le risque d'exposer nos données, même si on utilise une application sécuritaire, est plus élevé que d'utiliser notre VPN de la maison. C'est un très bon point. Puis, j'ai aimé ta statistique que le phishing, c'est ce qui est un des plus répandus. On dit des fois, c'est un nom bizarre, là, hameçonnage, phishing. Mais en gros, ça dit tout. Hein? C'est comme aller à la pêche. On veut un appât, on lance notre filet, puis on voit qui va être attrapé ou qui va mort à l'hameçon. Donc, très important, juste pour conclure, que les gens, quand on
reçoit un courriel, même si c'est un fournisseur de services qu'on connaît, Vidéotron, Bell, notre banque, on reçoit un courriel et c'est facile, hein, on est familier, on va dire, ah, ça doit être vraiment, pour moi, c'est vraiment légitime, mais il faut toujours être quasiment un peu paranoïaque parce que quand on clique dessus, il peut se passer plein de choses, mais comme tu l'as dit, Asma, ça peut aussi aller dans un site web qui ressemble à celui qu'on utilise. Donc, peut-être que c'est mieux d'aller nous-mêmes aller sur Internet et taper le lien qu'on connaît par rapport à ça pour essayer d'éviter le phishing. On a parlé beaucoup de courriels, Asma. Je sais aussi que pendant la saison d'impôt aussi, il y a des tentatives de phishing par rapport à des appels téléphoniques et on reçoit un appel qui prétend être de l'Agence du revenu du Canada. Je dis pendant la saison d'impôt, ça peut être pendant toute l'année aussi, là. Puis on nous demande, par exemple, tel problème avec notre avis de cotisation ou nos impôts pour vous identifier, c'est quoi le numéro d'assurance sociale. Toujours se demander si le gouvernement m'appelle directement, ben ils savent que c'est moi, pourquoi je dois donner mon numéro d'assurance sociale? Ça, c'est quand c'est nous qui appelons qui devons nous identifier. Donc, juste à faire attention avec ça. Il y a aussi les fameux appels. Je ne sais pas si tu en as déjà eu, Asma, les appels, votre colis est en retard ou est retenu à la douane, puis il faut soit parler avec quelqu'un ou payer les frais de douane. Quand on doit parler avec quelqu'un, c'est souvent de confirmer notre adresse, des informations personnelles. Donc ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent là-dedans parce qu'on fait tous beaucoup de commandes de Amazon. Des fois, ils font ces fraudes-là pendant le temps des fêtes quand ils savent que le nombre de commandes augmente. Donc les gens s'attendent à recevoir les cadeaux de Noël pour leurs enfants super vite. Donc là, ils peuvent tomber là-dedans. Donc des textos aussi, des textos avec des liens à cliquer. Il faut faire attention. Donc le phishing, c'est fou, ça peut prendre beaucoup de formes. Puis il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes malveillantes qui attendent soit le bon moment, soit les personnes vulnérables. Juste une dernière chose sur le bon moment. Pendant les tempêtes, les dégâts d'eau qu'on a eu dernièrement ou quand il y a des coupures d'électricité, tu sais, des affaires qui sont dans les médias ou des saisons où il y a quelque chose qui se passe, puis les gens utilisent ça pour mettre sous point des fraudes pour appeler les gens par rapport à ce qui se passe. Parce qu'ils savent qu'il y a plus de gens affectés pendant ce moment-là par ces situations-là. Donc, on voit qu'on peut très facilement, même si on fait attention, tomber dans le panneau. Hein? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce que tu dis, c'est malheureusement, ce n'est pas, on va dire, c'est en continu parce qu'on essaie d'informer, de sensibiliser, mais même la sensibilisation, parfois, ça arrive à un moment où on se dit, waouh, c'est tellement vrai ce que je vois, c'est impossible que c'est de la fraude, par exemple. Exact. Il faut toujours, règle numéro 1, comme individu même, c'est de se douter de la source de ce qu'on reçoit. C'est plate à dire de cette façon, mais quand tu es en cybersécurité, la première chose à se dire, c'est que je doute de la vérité de l'information reçue. Et donc, je passe à la vérification, peu importe la situation. On dirait que, Asma, il y a des réflexes qu'on a dans la vraie vie qu'on n'a pas en ligne. Par exemple, dans la vie courante, si tu es dans un pays ou même dans ta propre ville, là, dans une grande ville, et tu vois une ruelle sombre le soir, on dirait qu'il y a les instincts qui vont dire je vais pas aller marcher dans cette ruelle sombre-là, je vais faire le détour où c'est illuminé pour faire une protection. Mais sur Internet, on n'a pas toujours les mêmes réflexes. On clique sur suivant, on voit un courriel qu'on connaît, tout semble familier parce qu'ils le font comme ça. Donc, il faudrait quasiment avoir ces mêmes réflexes-là, de toujours douter, comme tu viens de dire, même si ça a l'air familier, je vais pas juste cliquer et passer au suivant, là, je vais y penser parce que sinon, il peut avoir des conséquences. Il y a une autre situation vraiment commune que je voulais discuter avec toi, Asma, parce qu'on vit dans un monde de médias sociaux, puis c'est quand même un podcast à la base qui est en général sur l'investissement. Il y a quelque chose que j'ai vu circuler beaucoup, parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui suivent des influenceurs et des gens sur les médias sociaux. Des fois, c'est sorti dans les nouvelles où il y a des gens qui se sont fait frauder parce qu'ils ont malheureusement tombé dans le piège d'une personne frauduleuse ou d'un site web, soi-disant d'investissement, mais qui promet des gains rapides. Hein, des gains, c'est toujours comme ça. Et en ce moment, tu le sais, des gains soit sans risque ou des gains rapides. Puis, comment ça marche, c'est que ces escrocs financiers-là, ils sont très sophistiqués. Ils mettent sur le point des sites frauduleux, en fait, de placement ou de crypto-monnaie, parce qu'on sait la crypto-monnaie, des fois, les gens entendent parler de leurs amis qui ont fait de l'argent, donc ils ont l'impression qu'ils ont manqué le bateau. Puis là, ils reçoivent ce site-là où on leur dit, écoute, investis un petit montant, puis ça pourrait tripler ou quoi que ce soit. Et ce qui est fou, malade, moi ça me fait capoter, c'est que ces fraudeurs-là, des fois, ils ont même un centre d'appel. Hein? Donc, ils donnent un service à la clientèle à ce moment-là de haut niveau. Ils prennent le temps d'appeler leurs victimes. Ils prennent le temps de bâtir la confiance au fil des conversations, juste pour que les gens baissent leur garde. Souvent, on le voit aussi dans les médias sociaux, la façon qu'ils attirent les gens, c'est qu'ils mettent des publicités, ils paient des publicités sur Facebook avec des faux articles de, par exemple, la presse ou des grands médias qui disent « Regardez comment telle célébrité a doublé son argent avec cet investissement-là ».
Moi, j'en ai même vu, là, tu voyais vraiment des publicités là, de la presse sur l'émission Tout le monde en parle, qui est une des émissions les plus écoutées au Québec. Puis là, ils montraient Guy Lepage qui a dit, écoute, oui, comme si c'était une entrevue, là, oui, j'ai investi dans cet investissement-là, j'ai fait tant. Les gens cliquent dessus. Et malheureusement, au début, on leur demande d'investir un petit montant, là, un engagement très progressif, juste $300. Puis on montre que le $300 a doublé, triplé. Puis une fois que la confiance est installée, les gens mettent des plus gros montants et puis ils perdent toutes leurs épargnes. Donc, à faire très attention aussi. Comme tu l'as dit plus tôt, là, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement parce que c'est pas vrai, en fait. Tout à fait. Puis si tu me permets, Ruben, moi, il y a une anecdote. Une amie qui m'a raconté qu'il y a une histoire d'investir dans l'immobilier sur Instagram pour que finalement, on se rend compte que ce n'est pas... Puis heureusement, elle m'a demandé de vérifier l'information. Est-il crédible? Comment ça se passe? Tantôt, tu parlais de «it's too good to be true», mais il y a en fait l'investissement dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on te fait penser que tu vas, par exemple, avoir une maison X ou tu vas être un actionnaire dans un bâtiment Y et que finalement, tu te rends compte que c'est le style d'un pyramid scheme et que c'est des sites que ça prend des années, malheureusement, pour les enquêteurs, c'est-à-dire les policiers, de se rendre compte que c'est de la fraude. Entre-temps, les gens vont perdre leur argent, vont se trouver avec des dettes. C'est malheureux de voir ça, mais je veux aussi faire attention des investissements dans l'immobilier. Je le vois de plus en plus. Je pense que c'est important d'en parler. Maintenant, comment vérifier la vérité de l'information? J'ai pas les détails, on va dire, complètes. Mais moi, ce que je dis, même en immobilier, surtout à l'étranger, vaut mieux, si c'est un terrain qu'on ne le connaît pas, de se fier à ton entreprise où tu fais de l'investissement que de se dire, ou à quelqu'un de crédible, que de se dire, OK, j'ai vu un ad Instagram, je vais me lancer là-dessus. C'est un autre outil aussi de faire de la fraude en investissement. Très bon point, Asma. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les autorités de, en avance, déjà identifier cette entreprise-là, ces entreprises-là, ces sites-là qui sont frauduleux. Ceci étant dit, pour aider le public à se protéger, l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, publie une liste de tous les sites, compagnies et individus qui ont déjà été identifiés comme ayant des pratiques potentiellement frauduleuses ou risquées. Donc, je vais mettre un lien dans l'épisode aussi pour accompagner les tiens de toute cette liste-là. Donc, au moins, si on pense vouloir faire affaire avec un site, allez vérifier s'ils sont déjà sur ce site-là. L'AMF aussi publie un registre des plateformes crypto-monnaies qui sont légales et legit, donc ceux qui sont enregistrés. Parce que des fois, les gens veulent investir en Bitcoin, mais est-ce que c'est une plateforme frauduleuse ou c'est les vraies plateformes? Donc, pour aller voir si cette plateforme-là est légit avant que vous investissiez, je vais mettre le lien aussi que vous pouvez aller consulter ce registre de crypto-monnaies, de plateformes crypto-monnaies qui sont enregistrées avec l'AMF. Donc, ceci étant dit, tu as mentionné quelque chose plus tôt, Asma, encore dans l'hameçonnage, mais oui, il y a tout le vol d'informations, l'accès au compte. Mais des fois, le fraudeur ne prend pas nécessairement des informations ou un accès au compte, mais plutôt, comme tu as dit, quelque chose s'installe dans l'ordinateur, soit un virus ou ce qu'on appelle un ransomware en anglais ou un rançongiciel en français. C'est quoi les mesures préventives? Ben, premièrement, tu l'as déjà défini, mais dis-nous-en un peu plus, puis comment qu'on peut se protéger pour ça, pour éviter d'en être victime? C'est un bon point et je te dirais, ransomware pour les individus, c'est de Oui. moins en moins fréquent. Cependant, c'est encore existant pour tout ce qui est les iPads, surtout les parents, s'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. Mais généralement, nos enfants nous amènent à se trouver dans des situations où, par innocence, on va dire, d'enfants, on clique sur quelque chose. Ça, c'est une histoire vraie. J'ai un de mes amis qui était victime, malheureusement, de ransomware. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des jeux vidéo live qu'on peut donner pour nos enfants. Soit, exemple, c'est pas pour dire que Candy Crush est un mauvais jeu, ce n'est pas l'objectif, c'est plus, je le prends à titre d'exemple parce que c'est généralement ce que les enfants aiment jouer. C'est l'équivalent d'un Candy Crush où tu cliques, etc. Puis il y avait un moment où on cliquait sur quelque chose, puis en fait, le ransomware, c'est que tu cliques, rien ne se passe au moment comme tel, c'est en fait par la suite où c'est un malware qui chiffre tes fichiers sur ton outil, on va dire, soit un poste de travail, soit un iPad, soit un cellulaire. Puis en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que ça se stocke localement, ce fichier déchiffré, et sur ton réseau. Si en fait, maintenant, de plus en plus, on parle du cloud, du réseau, de l'info nuagique. Donc, même malheureusement, le ransomware, ils ont eu des meilleures façons, on va dire, de s'adapter à comment on peut déchiffrer les outils comme tels, les postes de travail de l'utilisateur. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est que les pirates, au moment où tu cliques et que
il y avait quelque chose qui s'installe, soit en fait on déchiffre tes fichiers, soit en fait une application fantôme qui s'installe sur ton ordinateur ou ton iPad. Le pirate maintenant a la façon de développer et de rentrer et d'utiliser en mode fantôme lorsque l'ordinateur n'est plus fonctionnel en background tout ce que tu as dans cet appareil. Donc, l'appareil est rendu compromis. Pour vraiment, on va dire, pour récupérer les informations, ça sera vraiment à avoir généralement, les appareils maintenant ont une façon de sauvegarde automatique. Mais si on a un appareil, parce que c'est l'appareil qui est compromis, dans le fond, le réseau est l'appareil. Si c'est compromis, généralement, il faut aller dans nos données de sauvegarde. Tu as posé la question comment on peut se protéger. Généralement, maintenant, tous les appareils se dotent d'un antivirus. Donc, c'est une des façons pour détecter le ransomware comme tel. C'est sûr que quand on pense à, mettons, si quelqu'un dans son propre appareil, on va dire son ordinateur, son iPad, garde toutes ses photos, tous les souvenirs de la famille ou qu'importe autre donnée personnelle qu'on trouve important, ce logiciel-là ou cet outil-là, cet algorithme-là, ça vient crypter, ça vient de tout brouiller les données. Puis, je sais que quand c'est des entreprises, ils demandent de payer en général les fraudeurs, de payer en crypto-monnaie ou quoi que ce soit pour avoir accès encore aux données, parce qu'on s'entend, les entreprises, s'ils n'ont plus ces données-là, ça peut même mettre l'entreprise en perte ou même l'entreprise pourrait même avoir à fermer. Est-ce que chez les individus, on les demande en général de payer aussi ou c'est moins commun, ça, comme tu as dit? C'est une très bonne question. Ça dépend, en fait. Si on parle de ransomware qui est plutôt, on va dire, ciblé, c'est-à-dire qu'on est rendu avec un statut très élevé. Je pense qu'ils appellent ça le shark ransomware. J'ai pas le terme exact, donc je ne vais pas me citer là-dessus, mais bref, il y a deux types. Il y a la partie où, généralement pour les individus, c'est malheureux de le dire, mais on ne demande pas d'argent en contrepartie. Okay. En fait, c'est stratégique parce que ce qui se passe quand on a accès aux données des individus, c'est qu'on va utiliser ces données pour aller chercher des informations stratégiques pour les utiliser dans d'autres moyens de cyberattaque, comme exemple le phishing, comme l'hypertrucage qu'on a dit, comme plusieurs façons. Et même, malheureusement, puis ça, il y a des enquêtes en cours là-dessus, comprend, tu as parlé des photos. Généralement, le ransomware, quand ça s'installe local et réseau, ça target tout ce qui est en fait la suite Microsoft. Donc, les données qui se trouvent dans les outils Microsoft, c'est pas pour dire que Microsoft n'est pas sécuritaire, c'est plus pour dire que généralement, ça target ce genre de fichiers parce que c'est là où il y a le plus de données stratégiques d'individus, soit entre autres les photos et les vidéos. Et ce qui est très répandu avec le ransomware, c'est d'aller utiliser des photos et des vidéos. Malheureusement, parfois, c'est pour ça que je veux vraiment passer un message de faire très, très attention de quelle information, quel genre de photos qu'on prend de nous. Je sais que c'est nos appareils, nos données, mais il faut toujours assurer, si on veut prendre des photos peut-être plus, on va dire, bref, utilisons un appareil photo. Allons-y plutôt avec un appareil photo comme la un bonne Nokia vieille technologie. Revenir. Exactement, parce que c'est moins accessible. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour revenir à mon idée que, tantôt j'ai dit, il y a deux façons de ransomware pour les individus. Malheureusement, la plus répandue, c'est d'utiliser nos données. Ça s'est arrivé qu'on a entendu plusieurs histoires où il y avait des personnes, des individus comme moi, toi, Ruben, qui se sont trouvés sur des sites, par exemple, de porno, d'autres sites, qu'on utilisait leurs photos pour faire de l'argent. Eux, ils ne savaient même pas qu'on utilisait leurs données personnelles pour ce genre d'affaires. Ça sort généralement dans le dark web, ce genre d'informations. Puis tu peux, comme individu, ne jamais avoir contact avec le pirate qui a pris tes données. Lui, son gain, c'est de prendre tes données, c'est-à-dire les photos, les vidéos, et de faire de l'argent là-dessus sur d'autres sites qui ne sont pas corrects. Maintenant, lorsqu'on parle d'individus à haut niveau, des gens qui sont haut placés, il se peut qu'on se trouve dans une situation où on va te demander en fait de l'argent et là, il faut assurer qu'on implique la police, même si la personne va dire qu'il ne faut pas impliquer la police, parce que je vous confirme quelque chose, c'est vu malheureusement dans tous les cas, ce n'est pas vrai que le pirate ne va pas utiliser vos données. Oh, okay. C'est que généralement, quand la donnée est compromise, c'est qu'elle est utilisée et que c'est pour cette raison que je dis qu'il faut absolument impliquer la police parce qu'on ne va jamais sortir gagnant dans une situation de ransomware, soit individuelle dans le sens où tu n'étais jamais contacté, soit au mode on veut de l'argent de toi.
Parce que même si tu donnes l'argent, il n'y a aucune garantie que tu vas avoir. La donnée est compromise. Pour ces personnes-là, est-ce qu'il faut payer ou tu dirais vaut mieux ne pas payer parce que de toute Jamais, façon, là, exact. On n'encourage pas ça. jamais. On perd l'argent, mais ça ne garantit pas qu'ils vont nous remettre les données, ils ne sont pas utilisés à d'autres fins. Je comprends ça, mais plutôt, tu as dit une façon de se protéger. Bon, c'est sûr que les bonnes pratiques, c'est bon d'avoir des sauvegardes, si je veux dire, de nos données ailleurs, parce que si on perd nos données, on les avait sauvegardées dans une autre localisation à la base, mais tu as aussi mentionné pour se protéger, il y a d'avoir un bon antivirus. Donc, tu es en train de me dire que les logiciels, le bon vieux logiciel antivirus, c'est toujours utile et nécessaire? C'est une bonne question. Si j'irais par la réponse commerciale, c'est-à-dire les bonnes pratiques, parce que moi, mon but, c'est de donner les deux réponses. Oui, je m'explique par contre. Oui, un antivirus est toujours essentiel. Cependant, surtout ceux qui sont des utilisateurs de Microsoft, vous connaissez Microsoft Defender. En fait, je prends un pas en reculant pour expliquer. Avant, dans les années 2000, il fallait absolument payer pour un antivirus, puis payer en entièreté. Ah, je sais, moi, Et, j'ai déjà et acheté AVG, Norton, McAfee, j'ai acheté tous, je les ai tout essayé dans mes anciens ordi. parfait. Et en fait, avant, si on parlait dans les années 2000, je dirais oui, absolument. Puis ton ordinateur ne se dote pas d'un logiciel antivirus de facto. Maintenant, si on parle à partir de cette année forward, on a fait quand même des gains au niveau de la cybersécurité. Puis quand je dis des gains, rappelons-nous, au tout départ, j'ai dit que la cybersécurité, c'est très large. C'est pas juste, en fait, les attaques. C'est aussi les lois qui gouvernent la cybersécurité, les formations, les règles. Tout ça, ça rentre. Et la gouvernance, entre autres, tout ça, c'est des aspects de cybersécurité. Les avocats qui étaient spécialisés en tout ce qui est législation et cybersécurité, il y avait vraiment des lois qui maintenant ont poussé les firmes, en fait, créateurs d'ordinateurs comme Microsoft, entre autres Dell, Mac. Maintenant, il y avait une loi qui les oblige tous, de facto, d'avoir un logiciel antivirus installé automatiquement. Donc, monsieur, madame, tout le monde, inquiétez-vous pas, vous avez en fait un antivirus. En fait, puis un antivirus, c'est en pur et simple, c'est un logiciel chargé de détecter les menaces dans vos ordinateurs. Même les cellulaires se dotent d'un ressemblable d'antivirus. Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce qu'il faut absolument avoir et acheter? Parce qu'on s'entend que jusqu'à aujourd'hui, les logiciels, enfin, les antivirus, les entreprises, il y a plusieurs AVG, Norton, tu les as déjà nommés, les big, on va dire, three. Quelle est l'utilité de payer? Parce que, comme j'ai dit, de facto, on a dans nos appareils, nos ordinateurs, on a en fait un antivirus installé automatiquement. Yeah, il y a le Windows Defender, Mais, comme tu as dit. Il faut l'activer, par exemple. Des exact, fois, il n'est pas activé. c'est vrai. Ça, oui, tout à fait. Ça fait partie des bonnes pratiques. Je suis d'accord avec toi. Cependant, où il faut payer ou pas, c'est là le débat, en fait. Puis, c'est pas mon objectif de dire allons-y, payant. Mais où ça devient intéressant, les options. Parce qu'un antivirus de base, c'est-à-dire le défaut par défaut dans nos appareils cellulaires, nos ordinateurs, ce qui nous permet, c'est de détecter les menaces et de les enlever. Cependant, comme malheureusement on vient de le dire, les pirates et les attaqueurs sont rendus de plus en plus, on va dire, créatifs. Sophistiqué, oui. Et sophistiqués, effectivement. Et donc, le logiciel de base ne permet pas nécessairement de détecter cette partie sophistiquée et compliquée de la chose. Et donc, c'est là où tu vas voir que parce que la loi nous oblige comme entreprise d'avoir, c'est-à-dire comme entreprise créateur d'ordinateurs, d'avoir un antivirus, c'est la loi. Cependant, on va quand même, c'est comme quand tu achètes une voiture. Tu achètes ton voiture, la loi t'oblige d'avoir une voiture avec des 4 roues. Après, il y a les extensions et le plus. Je Et comprends. malheureusement, en sécurité, bien que j'aime pas le dire de cette façon, il y a des plus qu'il faut absolument les avoir. Donc, personnellement, je paye un petit plus pour me garder la paix d'esprit. Est-ce que c'est nécessaire? Dépendamment de l'utilisation de la personne, dépendamment de l'activité sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur ton exposition de données, ça peut ne pas être nécessaire. Donc, je ne suis pas là pour dire oui, achetons les extensions qui se trouvent dans nos en fait antivirus respectifs, mais je suis là pour dire que on vous vend pas de l'air. Il y a quand même des extensions que
Malheureusement, on ne peut pas l'avoir avec une version de base et il faut peut-être aller un peu l'étape de plus, surtout et surtout si on est des gens qu'on sait que nos vies sont très virtuelles, c'est-à-dire nos données confidentielles. Je suis un avocat, par exemple, je pense à des firmes d'avocats, je suis une firme d'investissement. OK, si je le revois plus, je suis individu entrepreneur, je veux m'assurer de ma sécurité et de la sécurité de mes clients. Je vais me doter d'un antivirus. Même si je suis un individu qui n'a pas de firme en fait d'entrepreneuriat, je pense que c'est et puis j'ai des enfants et que je veux pas en fait faire de la micro-gestion à mes enfants, je veux me doter d'un plus. En gros, là, c'est l'antivirus, c'est vraiment la protection de base. C'est comme un peu avoir une serrure dans notre porte d'entrée, hein. On sait que tout le monde, je dirais, en tout cas la majorité des gens, on a la serrure à notre porte d'entrée dans notre maison et on prend le temps de la verrouiller tout le temps ou du moins tous les soirs. Ça, c'est la base. Tout le monde doit avoir ça. Après, si je t'écoute bien, Asma, c'est dépendant de notre besoin, dépendant dans le quartier où on vit, dépendant de notre aussi la tranquillité d'esprit qu'on veut avoir. On peut, en plus de notre serrure dans notre porte d'entrée, investir et payer, je veux dire, pour un système d'alarme. On peut décider de mettre des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement. Donc ça, on paye de plus pour ça et on met ça à un autre niveau. Mais c'est là que, pour ton point, c'est un peu comme ça l'antivirus, hein. Il y a la base, mais ce n'est pas le plus performant de haute sécurité. Puis on peut aller plus loin si on veut débourser les frais pour. Donc, je te comprends. Un autre point vraiment important dans la cybersécurité, vraiment commun, c'est les mots de passe. Parlons des mots de passe, Asma. Parce que ça, là, ça a passé de quelque chose de vraiment simple et c'est devenu un casse-tête pour la majorité des gens. Parce qu'on le sait, on nous dit d'avoir des mots de passe complexes. On nous dit, puis complexe, c'est rendu une langue extraterrestre avec des mélanges de symboles, de lettres, de majuscules que personne ne comprend. On nous dit aussi de les changer fréquemment. Et non seulement ça, on n'a plus un ou deux. S'il fallait avoir deux mots de passe complexes qu'on change à chaque mois, c'est correct. Mais maintenant, tous les sites web, tous les outils qu'on utilise, toutes les plateformes, toutes les applications, ils demandent tout d'un mot de passe. Donc, il y a 15-20 ans qu'on avait 3-4 mots de passe. Maintenant, on peut avoir 20, 50 ou 70 mots de passe. Et Asma, tu le sais très bien, le cerveau humain n'est pas fait pour se rappeler de tous ces mots de passe-là. Donc, c'est pour ça que les gens procrastinent et ne changent pas les mots de passe, n'utilisent pas des complexes, utilisent encore le nom de leurs enfants ou quoi que ce soit. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que, genre, c'est un gestionnaire de mots de passe? C'est quoi qu'il faut faire pour régler cette situation-là? Je t'entends parler et ça me fait en fait réveiller plusieurs souvenirs comme personne justement qui galère avec ses mots de passe, donc je comprends très très bien. Commençons par la base. Qu'est-ce que c'est un mot de passe en fait? Un mot de passe, j'aime beaucoup ton exemple de maison. Tu as parlé qu'une maison, on peut avoir une serrure. Donc c'est en fait avoir justement une clé pour ouvrir, verrouiller et déverrouiller. C'est exactement ça, en fait, un mot de passe. Et puis, la beauté de la chose, c'est qu'on verrouille et déverrouille des informations, des données, dans le fond. Donc, ce n'est pas malheureusement l'entrée pour voir ton beau salon, mais c'est plutôt tes données. Et donc, bien évidemment, c'est important d'avoir un mot de passe. Ce n'est pas négociable. Maintenant, on parle de casse-tête, puis je pense que je comprends un peu la double authentification, le changement, tout ça, ça cause beaucoup de problèmes. J'aime beaucoup la simplicité dans la vie, donc j'irai plutôt à dire pourquoi compliquons nos vies respectives. Chaque appareil cellulaire, si vous êtes par exemple au ordinateur, s'est rendu compte de la complexité de la chose et de ce qu'on nous demande comme utilisateurs et donc je ne sais pas pour Samsung, mais moi je parle plutôt je sais pas pour les appareils Android, mais je pense que c'est pareil. Oui. De ce que j'ai vu brièvement quand j'ai fait une mini-recherche. Cependant, je vais me fier plus avec tout ce qui est Windows et Mac. MacBook, c'est-à-dire en fait tout ce qui est des produits Apple et Windows. Maintenant, encore une fois, la beauté de la chose, c'est qu'on veut être user-friendly, puis on veut être en avant de ce qui se passe au niveau de cyber. Donc, les deux en fait, fournisseurs de logiciels se sont dotés des outils incarnés dans nos appareils. Il faut simplement les activer. Exemple pour Apple, soit au niveau cellulaire, soit au niveau ordinateur. Puis si vous êtes tous dans la suite Apple, ça sera plus facile. Ça enlève la casse-tête de le faire sur les deux appareils. Il y a 3 outils dans nos cellulaires que je les trouve très utiles. Ce qu'on appelle le gestionnaire de mots de passe, l'outil de gestionnaire de mots de passe. Comment ça fonctionne? Et c'est une très bonne question. Ce n'est pas juste un outil qui va en fait se rappeler de ton mot de passe, mais il va générer ton mot de passe. Donc la casse-tête, un complexe. à savoir exactement, c'est un tout en un. Donc ça génère ton mot de passe,
non seulement ça génère, Apple récemment, ça génère et ça change automatiquement dépendamment de la fréquence demandée par le site. Exemple, Ah, si moi je suis inscrite dans Wealthsimple, qui est un outil par exemple d'utilisation, je sais que Wealthsimple, c'est à chaque fois que tu fais ta déclaration, tu te rends compte qu'il faut revoir ton mot de passe. Donc, mon cellulaire intelligent avec l'outil de gestionnaire de mot de passe qui est gratuit, qui est qui n'a pas inclus? Oui. besoin inclus, donc tu payes dans ton cellulaire, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres choses. Ça génère le mot de passe, ça met des rappels de changement de mot de passe et ça sauvegarde le mot de passe. Donc moi, personnellement, je ne sais même pas c'est quoi mes mots de passe dans aucune de mes applications et mes sites web. C'est le téléphone qui le sait automatiquement. Ça, Puis ça, c'est synchronisé avec mes appareils. Puis quand je dis synchronisé, je pense que vous l'avez deviné, je suis une utilisatrice de Apple, donc j'utilise Windows, mais j'ai plus des produits Apple, donc ça se parle entre eux. Donc, en gros, ça, c'est d'utiliser justement la technologie pour automatiser les bonnes pratiques qu'on doit avoir avec nos mots de passe, qui est d'utiliser un complexe, de changer fréquemment, etc. Donc, c'est un très bon point. Complètement d'accord avec toi. Moi, j'utilise aussi des gestionnaires de mots de passe. Puis, il y en a aussi avec un frais qui sont offerts par d'autres compagnies. Donc, ça a sauvé ma vie par rapport aux mots de passe. Mais dès qu'on parle de mots de passe, on va dire qu'on a réglé ce premier niveau-là. Asma, on a un bon gestionnaire de mots de passe qui fait toutes les bonnes choses pour avoir des mots de passe complexes. Là, on nous dit qu'il faut aussi utiliser l'authentification à deux facteurs. Puis les gens ont sûrement vu plusieurs des outils qu'ils utilisent, ils l'offrent ou des fois ils l'offrent, mais c'est un choix. Mais il y a aussi plusieurs banques, ils donnent un certain délai où il faut l'activer. Hein. Puis les gens savent de quoi je parle. On rentre notre mot de passe, mais on doit aussi recevoir un texto avec un code. Puis après, il faut regarder notre cellulaire, aller taper le code. Donc, on commence à devenir habitué, mais au début, c'est un petit peu fatigant, on va le dire. Dis-moi, en tant qu'expert en cybersécurité, qu'est-ce que tu penses de cet outil-là, Asma? Est-ce que ça renforce vraiment la sécurité de nos comptes en ligne? J'ai un point un peu mitigé par rapport à mes collègues dans le domaine, on va dire, dans le sens où je m'explique. Je crois à l'importance de faire une double authentification. Cependant, je pense qu'il faut assurer quand même une vigilance, à savoir notre double authentification. Je m'explique, c'est que pour faire une double authentification réussite, il ne faut pas que ça soit de façon électronique. Il faut donner à l'utilisateur le choix. C'est-à-dire, exemple, quand moi je rentre dans mon portail RBC pour aller voir mon compte, j'ai 4 options qui s'offrent à moi. Première option, c'est que de m'authentifier avec, oui, mon mot de passe et mes questions de sécurité, c'en est un. Je peux m'authentifier avec mot de passe et un NIP, que je décide de l'activer ou pas. Je peux m'authentifier la façon classique que tu viens de dire avec et mon mot de passe et le code qui soit envoyé à mon cellulaire. Je la recommande pas tant, celle-là, et je vais expliquer un petit peu loin pourquoi. Quatrième façon, c'est de m'authentifier avec et mon mot de passe et en fait un courriel et un code qui s'envoie à mon courriel ou par voix, puis je ne recommande pas trop non plus. Pourquoi tu ne En fait, recommandes pas la double authentification avec un message texte? Parce que c'est quand même une des plus courantes, ça, qu'on voit, qui est répandue en ce moment pour les gens. tout à fait. Puis je dis pas que ce n'est pas efficace. Moi, je le recommande pas parce qu'une fois que ton appareil mobile est compromise, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir accès à tes textos et à ton cellulaire, c'est que pour moi, en fait, tu n'es pas en mode double authentification. Tu saisis un mot de passe et tu saisis un autre code. Donc, c'est que des codes. Tout ce qu'on peut automatiser dans la technologie, ce n'est pas bien. Je m'explique. Comme j'ai dit, les arnaqueurs, les pirates sont rendus très créatifs et innovants. Une façon très facile d'hacker quelqu'un, ça parce que je fais des tests, j'en suis consciente et je le vois, c'est justement d'aller chercher les codes automatiques, générés automatiquement qui s'envoient à ton cellulaire. Donc, bien que c'est une façon très répandue, très facile, je pense qu'on est mieux, à moins que tu me dises c'est impossible qu'on me vole mon cellulaire parce que ou que ton cellulaire n'est pas connecté, par exemple, à ton ordinateur, parce que quand j'ai dit quand tu as les produits Apple, quand ça envoie un message, ça envoie à partout, sur tous tes outils. Donc, le mot de passe, quand moi je le saisis, par exemple, je le reçois sur mon cellulaire, mettons que quelqu'un a volé mon MacBook, il a réussi à rentrer dans le laptop, il va recevoir mon code et donc il va pouvoir utiliser le code pour aller chercher toutes mes informations bancaires. Donc, moi,
Puis encore une fois, ça c'est une opinion personnelle. Je dis pas que ce n'est pas sécuritaire d'utiliser le mot de passe généré par téléphone, mais le suspicious enemy préfère d'avoir une façon humaine et une façon électronique. Donc, saisie de mot de passe qui se fait automatiquement, mais réponse sur mes questions. Il n'y a rien sans faille. Hein? Les questions de sécurité aussi, c'est pas nécessairement sans faille parce que toutes nos données, quasiment tout le monde, statistiquement, leurs données sont déjà dans le dark web. Puis souvent, les gens utilisent les mêmes questions de sécurité et les réponses dans d'autres sites. C'est quoi le nom de ta mère, le nom de ton chien et tout. Donc, ça aussi, quand tu as ce choix-là, ils vont juste choisir le fraudeur ce choix-là parce qu'ils ont déjà les réponses. Tu comprends? C'est comme, on dirait qu'on Tout à fait. on dirait qu'on Tout n'est à pas fait. sorti du bois à n'importe quelle méthode qu'on utilise. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que je dis ce n'est pas pour réduire la sécurité de recevoir un texto. Pour moi, ce qui va avec mon cas personnalisé, je n'utilise pas les mêmes questions personnellement, puis jamais Ah, on ben peut oui, deviner la réponse sur mes questions. mais Donc, toi, tu utilises les bonnes pratiques. Monsieur, madame, tout le monde, exactement, c'est toujours c'est vrai. la rue où tu as grandi. Nanana. Je pense que le point de l'authentification à deux facteurs, parce que sans être un expert, moi aussi, j'ai lu là-dessus, puis j'entendais des affaires de clonage de cartes SIM et tout. Donc, le téléphone peut définitivement être compromis par différentes méthodes, mais je pense que le point, c'est pour les gens qui ont juste le mot de passe, c'est d'ajouter un autre niveau. Pas nécessairement un niveau sans faille, mais un autre niveau parce que ça prend un fraudeur qui a non seulement l'information de ton mot de passe, mais aussi l'information de ton cellulaire, alors que des fois, ils sont juste au premier niveau. Donc, s'il faut envoyer un texto, ils ne peuvent pas avoir accès au compte. Tandis qu'il y a des gens qui n'activent même pas ce niveau-là. Donc, ils font juste rentrer leur mot de passe et ils ont accès à leur compte. C'est un très bon point que tu partages, qu'il n'y a rien qui est sans faille. Hein? C'est d'ajouter le plus de protection. C'est un peu comme les vols d'auto et notre auto. On peut ajouter le plus de protection, mais les voleurs d'auto, ils innovent. Et puis, ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais te faire voler ton auto, mais tu dois quand même faire le plus que tu peux par rapport aux outils qui sont à ta disposition. Exactement. Et encore là, et là, tu vas me dire, Asma, c'est incroyable, tu es très dans le suspect dans ta vie, comment tu vis. Mais, mais c'est que faut savoir que, compte tenu mon passe-temps qui est aussi mon travail, je passe beaucoup du temps dans le dark web, à lire là-dessus, à voir un peu à quel point on est rendu efficace, efficient, puis Tu vas innovant. dans le Puis, dark web? ben, Wow! malheureusement, pour Mais mon non, travail, je sais. C'est, c'est pas c'est... pour... J'entends les gens parler de c'est dark web, pour... mais j'ai jamais rencontré des gens qui disaient Hey, moi, je passe du temps dans le dark web. Non, mais je sais que tu le fais ben, pour les je bonnes passe raisons. Tu le fais pour les bonnes raisons. vraiment, et ça vient avec un désavantage, c'est que tu deviens en mode suspicious tout le temps. Ce n'est pas Mais c'est bien en normal, passant. c'est normal. Parce que, C'est que tu es dedans, puis des fois, les gens qui savent plus, dans tous les domaines, deviennent plus paranoïaques. Des fois, tu vas parler avec des policiers qui ont travaillé dans certains quartiers, puis ils vont dire je n'ai jamais habité dans ce quartier-là, alors que nous, on est comme, ben, moi, je le trouve bien, ce quartier-là, mais eux, ils sont rentrés dans les maisons, ils ont vu des choses. Donc, c'est normal. Quand on a plus d'informations, des fois, on devient un petit peu plus suspect. C'est naturel. malheureusement, oui. Et même pour rajouter à cela, c'est pas pour semer le doute aux oreilles de nos auditeurs et auditrices, mais c'est vraiment juste pour dire que tout outil À ces points peut faibles. malheureusement amener un risque Je et des comprends. faiblesses. Maintenant, la faiblesse et le risque, c'est à des niveaux différents. Pour nous, comme utilisateurs, on est correct avec ce genre d'outils. Je pense pas qu'on a des données qui sont assez critiques. On va dire qu'un pirate va faire le travail davantage pour aller vraiment comme utiliser une application qui va être en mesure d'aller voir, OK, la fréquence de la Ah, je comprends. création Parce que là, c'est de loin, ces... là. C'est encore plus de travail, je C'est comprends. ça. Le Exactement. rapport coût-bénéfice pour le fraudeur, il est moins là pour le petit utilisateur. Exactement. Ouais, Cependant, pour les entreprises, ça, c'est un point qui fait vraiment peur, là. je Et comprends. dépendamment du type de l'entreprise et de risque de tolérance aussi à la perte, parce que veut pas, oui, on entend de plus en plus des situations de fraude parce qu'encore une fois, la loi nous oblige comme entreprise de faire ce genre de publicité. Mais il y a des situations qui se passent qu'on n'entend pas, puis tant mieux, parce que sinon on va devenir un peu paranoïaque dans la vie comme individu. Mais tout ça pour dire que oui, c'est mieux, mais il faut toujours faire attention. Et si je reviens à la base, je pense comme individu, ce qui est très, très important pour nous, c'est toujours être en mode je doute de l'information reçue, c'est-à-dire je vérifie et je valide.
et ça ne prend pas beaucoup de temps pour vérifier et valider. Au lieu d'aller cliquer sur un lien, ça te prend 2 minutes, par exemple, d'aller voir ton site officiel, par exemple, de ta banque. Est-ce qu'il y a une annonce sur des fraudes en cours? Est-ce qu'il y a... Tu peux, en fait, si quelqu'un te dit, tu as perdu, par exemple, $50 de ton compte, mettons, ou plus, au lieu d'aller, en fait, cliquer puis paniquer, ouvre sur ton ordinateur à toi, sur ton cellulaire à toi. C'est ton cellulaire, c'est ton appareil, c'est plus sécuritaire, c'est plus facile. Le moment où tu regardes, par exemple, par téléphone qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un glitch, on entend quoi que ce soit, bah, coupe l'appel. Ça va t'amener un retour que de continuer l'appel alors que tu as l'impression que tu es écouté. Bref, il y a des petites astuces. Je vais aussi en fait ajouter, j'aime beaucoup en fait, je pense que c'est le gouvernement fédéral qui a en fait toute une section sur la cybersécurité, comment se protéger. Il y a des vidéos très simples et faciles disponibles dans les 2 langues, français et anglais, mais qui sont très pertinents et informatives. Des petites astuces, mais qui vont nous sauver beaucoup de choses dans la vie. Vu que tu nous as dit que notre cellulaire peut se faire compromettre, ça va de soi, là. On le sait tous, ce petit bidule-là qu'on tient dans notre main est rendu toute notre vie, hein. On fait tout avec notre cellulaire. Notre cellulaire, on peut utiliser le gestionnaire de mots de passe, comme tu as dit, mais pour le protéger, il y a tous les outils biométriques qui sont intégrés dans notre cellulaire, soit avoir l'accès à notre cellulaire avec l'empreinte digitale ou avec le iPhone, la reconnaissance faciale. Est-ce que ça, c'est une bonne façon d'ajouter de la sécurité à l'accès à toutes nos données de cellulaire? Là, tu vas nous C'est une dire, bonne question. dans le fond, la réponse à toutes mes questions, c'est pas vraiment ou peut-être ou juste à un certain point. Quand est-ce que tu vas me dire oui, c'est une bonne façon? Oh. Non, non, mais je rigole. Je comprends qu'il y a rien qui est sans faire là. Mais c'est quoi ta perspective là-dessus? Encore une fois, ça, c'est une opinion personnelle. Mais je vais aussi vous partager l'opinion, on va dire, scientifique et fondée, parce qu'il faut prendre des deux. Personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce qui est empreinte digitale et reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce que, puis là, c'est le paranoïa en moi. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une opinion personnelle et non enfin, il y a des articles, mais ce n'est pas des articles, on va dire, qui sont à 100% confirmés. Donc, j'aime mieux le dire de cette façon. Personnellement, je ne veux pas parce que je me mets, puis encore une fois, moi, j'interagis avec les entreprises. Donc, je vois comment eux, ils créent leurs propres, on va dire, outils, etc. Et je sais que généralement, les attaques et les attaqueurs et les pirates visent les entreprises. Et donc, lorsqu'on fait une reconnaissance faciale, veut pas, c'est en fait une donnée qui s'est ajoutée dans mon software qui est créé par une entreprise en arrière. Pour moi, j'augmente mon risque de me faire en fait arnaquer avec un groupe plus large ou être ciblé. Et donc, je préfère la vieille méthode de saisir un mot de passe. Cependant, je veux confirmer à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une façon efficace et sécuritaire. Au contraire, c'est prouvé que c'est plus sécuritaire, plus facile en fait d'utiliser la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. Mais si on revient à ransomware des individus haut placés, c'est aussi malheureusement un moyen où on peut se mettre nos vies en danger. Pour résumer, c'est sécuritaire jusqu'à un certain niveau. Si on veut vraiment ajouter une couche de plus de paranoïa, comme je le fais moi-même, je préfère garder le bon vieux mot de passe que je change en passant d'une façon périodique. Je le change aux 6 mois. Mais je sais que ça ajoute un fardeau. Écoute, Asma, on a parlé de ne pas cliquer sur des liens inconnus, d'antivirus, de mots de passe, de bonnes pratiques en cybersécurité. Donc, plusieurs aspects dont l'utilisateur a le contrôle dessus. Par contre, comme tu le sais, plusieurs fois, nos informations personnelles et confidentielles, comme notre nom, notre date de naissance, notre numéro d'assurance sociale, ça se retrouve à la merci des fraudeurs et d'autres personnes malveillantes parce qu'il y a eu une fuite de données par des entreprises dont nous utilisons les produits et les services. Donc là, on n'a aucun contrôle. On peut avoir fait tout ce que tu as mentionné ici. Ça, on ne le contrôle pas. On se rappelle tous de la situation qui est arrivée avec Desjardins. C'est un de leurs employés qui a fuité les informations. Il y a McKinsey Investissement aussi et il y a tant d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, est-ce que... premièrement, les malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils font avec nos données? Tu parlais du dark web. Qu'est-ce qu'ils font avec nos données confidentielles quand ils les ont en main? Dépendamment de la donnée, parce que puis je dirais que chaque donnée n'a pas le même niveau d'importance. Mais ce qu'on fait essentiellement, ça, lorsqu'il y a en fait un incident qui s'est passé au niveau d'entreprise, nos données comme individus
sont plus utilisés dans le futur et non dans l'immédiat. C'est-à-dire, les plus communs, on s'entend, puis sûrement il y en a d'autres, mais les 3 façons que nos données peuvent être utilisées, c'est le pirate qui a accès à cette mine d'or va décider de le vendre au plus high bidder. Il y a vraiment des Il y a un transactions qui marché se là. font. Oui, 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 c'est un vrai marché. Puis honnêtement, si on veut devenir des millionnaires, je ne dis pas de devenir des pirates, c'est la place. Puis généralement, ce genre de transaction ne se passe pas sur le sol canadien, par exemple. Donc, Ah ouais. comme gouvernement, on ne peut pas faire grand-chose. Hmm. Deuxième affaire qu'on peut faire avec nos données, c'est le phishing et le hameçonnage. C'est comme ça que de plus en plus, je sais pas, moi, j'avais une amie qui m'a dit, mais c'est incroyable. Il y avait une période où elle était victime justement de fraude qui s'est passée chez Desjardins. Elle m'a dit, mais c'est incroyable le nombre d'appels inconnus que je reçois et de messages et deux. Ben voilà comment on utilise la donnée. Puis je pense que ce n'est pas mon ami qui est ciblé. C'est encore une fois, rappelons-nous, le hameçonnage, c'est un un lot. filet. On lance ça à tout le monde. Exactement. Puis ce n'est pas nécessairement en fait un filet qui se lance dans l'immédiat. C'est-à-dire que moi, je peux être un pirate, j'ai accès à des données, je décide de ne pas l'utiliser maintenant, j'attends que ça se calme, puis je l'utilise d'ici 1 an, d'ici Exact, 2 ans. parce qu'on vient d'être victime, on garde nos gardes vraiment hautes, là, on est alerte, mais éventuellement, la vie reprend son cours, on est un peu moins alerte. Voilà. Ouais. Donc, ils sont très Voilà, stratégiques. tout à fait. Et encore une fois, c'est des gens créatifs, innovants. C'est comme... C'est des entrepreneurs, hein? On va se le dire. C'est des entrepreneurs. Bref, troisième façon pour la donnée, c'est, comme j'ai dit aussi, malheureusement, de se trouver dans des sites qui sont en fait à utilisation pay-per-use. Donc, le plus que tu cliques, ou pay-per-click, c'est en fait une façon d'utiliser la donnée de quelqu'un. Le plus de clics, exemple très, très courant pour monsieur, madame, tout le monde, les annonces Instagram. Moi, je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est le seul, on va dire, outil, réseaux sociaux que j'ai à ma disposition. Je le vois souvent, généralement, les petits ads qu'on reçoit sur Instagram. Le moment où tu cliques, parfois, ça génère des affaires en background et ça fait, en fait, utiliser parfois, dépendamment des données qui sont, en fait, qui étaient piratées ou quoi. Dépendamment. C'est pas tous les ads, en passant, qui sont pas légitimes. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais juste pour revenir, donc, il y a plusieurs façons d'utiliser la donnée. Maintenant, comment se protéger alors que ce n'est pas notre faute? C'est très simple. Au tout début, j'ai dit qu'il y a la législation, la gouvernance et les lois. Maintenant, c'est obligatoire au Canada que quand une entreprise est victime de perte de données, que l'utilisateur soit informé. OK. Ça, c'est une victoire, je pense, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, il y avait des fuites, on ne sait juste pas si nos informations étaient fuitées parce que l'entreprise ne nous l'a pas dit. Tout à fait, et parce qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de l'annoncer. Tout ça pour dire et pour revenir à mon idée que nous, maintenant, heureusement, je le vois un gain pour le Canada. On doit, comme utilisateur, avoir l'information qu'il y avait une fuite de données et quand on fait partie de cette fuite de données. Cependant, le moment où on reçoit ce genre d'informations, notre pouvoir d'agir, justement, notre pouvoir d'agir est très limité. La seule chose qu'on peut faire, parce que notre donnée a été compromise et on ne sait pas à quel poids et à quelle envergure ça a été compromise. Donc, ce qu'on peut faire, c'est généralement changer tous nos mots de passe. C'est la seule chose qu'on peut avoir, on va dire, enfin la seule, une des choses qu'on peut avoir accès, d'avoir un antivirus installé et de faire des scans constants. Dernier point, si possible, dépendamment, on peut se mettre dans une liste qu'on était victime de fraude et donc on limite l'utilisation, par exemple, de notre numéro d'assurance sociale, de faire des vérifications, s'il vous plaît, surtout au niveau des enquêtes de crédit. Parce que parfois, il y a du monde qui se trouve dans des situations où ils ont des hypothèques, des cartes de crédit à leur nom et qui sont endettés en fou, mais qui ne savent pas. Moi, je recommande fortement qu'on fasse, comme individu, minimum 2 enquêtes par année sur nous. En fait, est-ce que tous les cartes qui sont à mon nom sont à moi finalement? Et dernier point, très, très important aussi au niveau du travail, parce que lorsqu'on vole ton numéro d'assurance sociale, puis comme je vous ai dit, les pirates peuvent vendre vos données, ils donnent ça à des personnes parfois qui n'ont pas de statut. Donc, ils vont utiliser ton numéro d'assurance sociale pour avoir un emploi. Et donc, tu te trouves à avoir des T4, des T1, des T6, des T2. Bref, je suis pas la meilleure placée à c'est quoi les formulaires qu'on peut avoir, mais ça, c'est des cas vécus que j'en ai entendus, puis qu'on est malheureusement en
litige parce qu'ils n'ont pas fait leur vérification avec leur comptable si tous les emplois qu'ils ont à leur nom, c'est bel et bien eux qui ont fait ces emplois, puis ça fait partie de leur emploi que c'est eux qui ont fait. Donc, ils se trouvent à payer même des impôts sur des emplois qu'ils n'ont pas fait. Ou pour ne pas payer l'impôt, il faut qu'ils passent des heures et de l'énergie à convaincre le gouvernement fédéral que ce n'était pas eux et à le prouver. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Asma. Moi, avoir été moi-même victime de vol d'identité, tout ce que tu as mentionné de ce qu'il faut faire, c'est exactement les étapes. Par rapport à l'enquête de crédit, si on regarde le côté financier, très important parce que moi-même, j'ai créé mon compte chez Equifax, chez TransUnion, les deux agences de crédit. Puis quand je suis allé le voir, après que j'ai réalisé que j'étais victime, il y avait déjà des dettes à mon nom. Une fois que c'est identifié, c'est beaucoup de travail, mais oui, on peut les faire éliminer en contactant nos institutions financières et en disant que c'était pas nous. Après, il y a une enquête et puis là, éventuellement, le crédit se rétablit. Mais ça m'a montré aussi que c'est important. Je recommande aux gens de ne pas attendre, dans ce qu'on peut contrôler, là, de ne pas attendre d'être victime pour créer leur accès à Equifax et TransUnion. Parce qu'une fois qu'on a créé l'accès, on peut n'importe quand aller voir. On a la liste de toutes nos dettes. C'est tout affiché parce que qu'on prend une créance, une dette, l'information est envoyée aux agences de crédit. Puis on peut toujours voir, oh oui, ça c'est vraiment moi, cette hypothèque-là c'est vraiment moi. Donc on peut identifier s'il y a quelque chose qui a l'air douteux. Et maintenant, Equifax, c'est nouveau de la dernière année à peu près. Ils offrent un outil qui n'existait pas au Canada, mais qui existe aux États-Unis, qui permet de bloquer son crédit. Ça veut dire qu'on peut le bloquer nous-mêmes. Donc, si quelqu'un essaie de prendre une dette sur notre nom, et il ne pourra pas parce que l'institution financière va dire va aller débloquer l'accès à ton crédit. Donc, si vous avez, c'est juste vous qui pouvez le débloquer quand vous appliquez à une dette ou le rebloquer après. Très important d'aller. Ils n'ont pas envoyé une communication pour ça. Donc, d'aller dans Equifax, vous allez le voir qu'il est unlock, qu'il est débloqué, de le bloquer. C'est hyper important. Donc, vraiment important à faire. Puis oui, quand on est victime aussi, moi, ce que j'ai appris, c'est d'informer la police. Des fois, il faut remplir un rapport parce que pour annuler la dette, des fois, les institutions financières vont nous demander est-ce qu'on a informé la police, même si la police ne pourra sûrement pas faire grand-chose, mais ils demandent un numéro de référence. Donc, d'informer la police, d'informer le Centre antifraude du Canada parce qu'ils compilent les données et ils continuent à contribuer à la sensibilisation. Donc, dépendant de la fraude aussi, des fois, on doit contacter un avocat ou d'autres parties. Donc, très important tout ça par rapport à ce qu'il faut faire si on est victime de n'importe quel type de fraude. En tout cas, Asma, comme qu'on a passé à travers tous ces différents points, ce que l'utilisateur peut faire, tous les outils à notre disposition, on le voit, là, je pense que c'est clair que la sécurité est souvent laissée à l'utilisateur. Les firmes financières et de télécommunications, par exemple, ils vont fournir un sentiment de sécurité. Ils vont aussi fournir des outils qui peuvent aider les utilisateurs, mais c'est pas parce qu'ils sont fournis qu'ils sont compris. C'est pas parce qu'ils sont fournis qu'ils sont déployés ou même qu'ils sont utilisés. Tu sais, on a donné beaucoup d'exemples où l'outil est là, mais il faut aller l'activer. Donc, avant qu'on se laisse, en plus de tout ce qu'on vient de discuter, est-ce que tu as quelques trucs, quelques astuces ou des outils que les gens peuvent appliquer dès maintenant, qui peuvent aller faire ou utiliser pour améliorer la sécurité de leur identité, de leurs actifs financiers, de leur téléphone ou de leurs informations personnelles en ligne? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager pour qu'on puisse les laisser avec ça? On va se laisser sur une note positive, effectivement, Oui, Ruben. parce que je pense que les gens ont peur, là. Ben, c'est correct d'avoir un peu peur, mais je pense que... Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'assurer qu'on est dans la prévention. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de notre épisode aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours se trouver en mode préventif et de se douter de tout, mais de vérifier. Donc, se douter, c'est pas pour devenir paranoïaque, mais plutôt pour vérifier. On en a parlé de plusieurs affaires. J'aimerais peut-être, pour faire un recap des plus, on va dire, astuces à partager, soit en ce qui concerne nos données financières, parce que pour moi, par exemple, c'est vraiment mon numéro d'assurance sociale et mes actifs, on va dire, financiers sont très importants pour moi comme individu. Donc, c'est les données les plus précieuses. Pour les banques, dépendamment de votre banque, mais si je me mets à votre place, j'irai prendre un rendez-vous carrément. Si on veut pas, en fait, se casser la tête dans tout ce qui est lecture, parce que les banques mettent tout, mais ils le mettent ça en mode FAQ, le FAQ, où il faut vraiment lire et savoir comment activer. Je sais que c'est très, en fait, on va dire, des travaux auto-formels et non malheureusement automatiques par l'institution.
Moi, je prendrais un 30 minutes avec un banquier, un simple conseiller financier pour en fait s'informer sur quelles sont les meilleures pratiques que ma banque met à ma disposition. J'aime beaucoup le point que tu as mentionné, Ruben, au sujet de assurez-vous de vous inscrire sur les deux portails pour les enquêtes de crédit parce que malheureusement, moi, le moment que j'ai fait, les deux ne se parlent pas. Donc, ça se peut que vous faites votre enquête sur Equifax, que vous n'avez rien, mais sur l'autre, vous avez des dettes. Oui, et les deux ne se parlent pas, en fait. Oui, et il faut dire, il y a certaines institutions, quand on a une dette, ça envoie l'information à une des agences parce que c'est avec celle-là qu'elles font affaire. Donc, il faut vraiment regarder les deux. Ça coûte un frais des fois, mais c'est comme une assurance. Vaut mieux payer ce petit frais mensuel-là pour se protéger. Exactement. Puis, dernier point que je vous laisse avec, je pense que c'est très important. Chaque cellulaire, en tout cas du côté Apple, vous avez des VPN installés dans vos cellulaires. Il faut l'activer. Il faut juste vous allez dans Paramètres sur Apple, vous allez taper VPN et vous faites activer et vous mettez en fait l'adresse IP de chez vous par exemple ou en tout cas assurer que c'est activé. Comme ça vous ajoute une authentification de plus. D'activer vos antivirus parce que généralement, ce n'est pas activé, soit Microsoft Defender, soit l'antivirus en fait embedded dans vos ordinateurs. Ça, c'est vraiment des pratiques qui ont l'air débiles et simples, mais qui vont nous sauver beaucoup de choses. Et surtout, dernier point très, très important, à chaque fois que vous recevez quoi que ce soit, un texto, un courriel, un appel téléphonique, ne répondez pas à un appel que vous ne connaissez pas. Et si vous recevez en fait un message vocal qui vous dit « Ah, je suis en urgence catastrophique, j'ai besoin d'argent », s'il vous plaît, dernier point que je vous laisse avec, c'est que d'assurer que vous avez fait vos due diligence, le doute, toujours en doute de l'information et qu'on vérifie. C'est le dernier point que je vous laisse avec. Asma, c'était toute une mine d'informations que tu nous as donné, vraiment, vraiment pertinent pour tout le monde. C'est ça que j'aime de cet épisode-là. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expertise et tes connaissances avec nous. C'est moi qui te remercie, Ruben. J'espère que c'était très utile pour vous et surtout, en fait, pertinent et que je ne vous ai pas laissé dans la peur et le paranoïa. Ce n'est pas l'objectif, c'est plutôt la prévention qui compte toujours. Bien dit, Asma. Donc, merci aux auditeurs et aux auditrices de votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter l'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.